Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle d'avoir un vrai boulot, de savoir rester simple, de regarder loin devant soi, du meilleur appareil photo du monde, d'être au pied du mur, de faire semblant d'être un touriste, d'arrêter les selfies, de New York comme Eldorado, de chercher à montrer différemment, de jouer en équipe, de recadrer ses photos, de coller les gens, de droit à l'image, d'ombre et de lumière, de choisir ses amis, de l'aboutissement de sortir son livre, d'aller chercher les choses plutôt que d'attendre qu'elles nous tombent dessus, du hashtag revue épique, des petites victoires qui valent de grands moments, mais surtout, on va parler de photographier les touristes qui eux-mêmes ne se gênent pas pour nous photographier. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Cédric Roux. Fallait que je dise bonjour. Tu peux dire bonjour maintenant, ça y est. Bonjour à tous. T'as vu cette maîtrise un petit peu du bouton de volume, là, tout en douceur. C'est ça. Je suis impressionné de cette table. Des années de pratique. Il faut, quand on veut faire quelque chose, c'est un de mes tout premiers invités, c'était Julien Laurent-Georges qui disait, si tu veux être professionnel, il faut te comporter comme un professionnel et il faut t'équiper comme un professionnel. C'est une bonne base de départ. Je pense que c'est pas mal pour attaquer l'épisode. C'est sûr. Bienvenue Cédric, Merci. Bonjour. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Je te disais quand tu es arrivé que ça fait un petit moment que je suis tes photos, ta carrière, ce que tu fais. Comme je suis pas mal de monde, mais voilà, ton travail est assez marquant et est revenu assez souvent dans mon feed, dans mon champ de vision. D'accord. Pour qu'on en arrive à cet épisode-là. Je ne sais pas si tu connais le principe de la première question, c'est l'elevator pitch. Qui je suis, c'est ça. Et alors, c'est qui tu es, c'est tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi, te regarde, te dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tu as 3 étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais, et si tu réponds mal, tu te fais virer. Je m'appelle, bonjour Steve, je m'appelle Cédric, j'ai 40 ans dans 2 mois. Je fais de la photo, en tout cas j'essaye, et j'essaye de faire des photos toutes simples de gens que je croise dans la rue. Et sinon j'ai un travail à côté parce que la photo c'est avant tout une passion. Un plaisir. Et un plaisir. Avant tout. Ta spécialité c'est la street photographie, avant tout. C'est comme ça en tout cas que je suis considéré. Après je me considère juste comme un photographe. J'aime pas trop me mettre des genres. C'est pour ça que je te pose la question de cette manière-là, parce que photographe, c'est vaste. J'ai vu que tu faisais aussi des portraits, notamment. Ouais, j'essaie de faire des portraits, un peu tout le monde, mais plus des portraits d'artistes, parce que c'est une pratique qui m'a toujours fasciné. Et parce que les comédiens, les artistes, ils ont vraiment cette habitude de l'objectif. Ils ont en plus quelque chose à vendre, souvent un état d'esprit, une manière d'être. Et donc j'aime bien ce petit jeu avec quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec un objectif. C'est des bons sujets en tout cas. Dans tes autres occupations photographiques, puisque tu n'es pas que photographe, tu es aussi membre de... Enfin, tu n'es pas que photographe, ça touche toujours à ta vie de photographe, mais tu es membre de Fragments Photo Collectif. Exactement. Avec Fabio, que j'ai déjà reçu. Entre autres, ouais. Entre autres, oui. On est 10 en tout. À la base, c'était un collectif parisien, mais ça s'est développé. Il y a un photographe de Carcassonne. Et voilà, c'est une bonne ambiance, même si on aimerait se voir un peu plus et faire plus de choses en commun. Mais c'est cool de pouvoir se confronter des idées, des thèmes. Et on expose, on est invité dans un festival au Luxembourg au mois de mai. D'accord, je mettrai le lien dans les notes d'épisode, comme ça les gens qui sont dans le coin à ce moment-là pourront aller voir. Et ça vaudrait peut-être même le coup de faire un aller-retour au Luxembourg. En tout cas, nous, quelques-uns, on y sera en tout cas. Alors, j'ai 2-3 adresses, je suis originaire du coin. Moi. D'accord. Je vous donnerai les bons si les bons restaurants, non, ça fait 20 ans que je suis plus là-bas, donc ils sont peut-être changés. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt sympa à part la météo. Je me suis noté également que tu étais collaborateur de la revue Épique. Ouais, ce petit bijou qui a 1 an et qui continue son petit bonhomme de chemin et qui fait sa place de plus en plus au milieu des belles revues et qui...
qu'on peut lire est la plus belle revue en France en ce moment en photo, et je suis assez d'accord avec ça. Elle est très jolie. J'en ai 3. J'ai les 3 derniers qui sont juste derrière moi là dans la bibliothèque. J'ai raté les 2 premiers, je m'en veux beaucoup. Surtout que le premier est sold out, et le deuxième aussi. Non, mais je peux pas les avoir. Si je pouvais les avoir, je les aurais, mais je ne peux pas les avoir malheureusement parce qu'ils n'existent plus, sauf s'il y a un gentil auditeur qui les a et qui veut pas les garder, veut bien s'en débarrasser en me les envoyant. Je lance une bouteille à la mer, on ne sait jamais. Je regarderai, moi, de mon côté, auprès des... S'il y a moyen, franchement, j'aimerais beaucoup. Ouais. Ça me ferait très plaisir. Le 1, c'est sûr que je ne pourrais pas t'en trouver parce qu'il est introuvable. Non, mais peut-être un auditeur, on verra. Mais dans le dernier, par exemple, il y a un sujet que j'ai bien aimé, que j'aimais déjà beaucoup, je le connaissais déjà, c'est Olivier Alabo-Mattei, que j'ai reçu à l'époque où il était en plein dedans dans le podcast. Et donc, j'avais découvert, moi, ce projet, mais je l'avais vu que sur écran. Et le voir en imprimé, c'est marrant, c'est pas la même dimension. C'est vrai que l'avantage de cette revue, c'est qu'elle fait vraiment honneur aux photographes. 30 pages dans un magazine, en 2022, c'est très très rare. Sur du beau papier. Sur du beau papier, en plus imprimé en France. Enfin, tout est mis en œuvre pour que le sujet et la photo, et les sujets des 4 photographes soient vraiment mis en valeur comme un écrin, quoi, en fait. Et toi, tu as le rôle en plus de faire découvrir les petits nouveaux. Ouais, et moi je m'occupe aussi du compte Instagram, et donc surtout, par exemple, la sélection du jeudi, ça tombe bien, on est jeudi. Donc aujourd'hui, j'ai proposé, comme tous les jeudis, une sélection que je constitue en fait grâce au hashtag Revue Épique, mais pas que, parce que j'estime que mon rôle, c'est aussi de faire connaître d'autres photographes qui ne connaissent pas encore Revue Épique, et ça permet de faire connaître Revue Épique à ces gens-là et de faire connaître ces photographes-là aux gens qui lisent Revue Épique. C'est un échange de bons procédés. C'est pas mal. On va attaquer la partie philosophie photo. Habituellement, la question que je pose, mais dans ton cas, elle risque d'être un petit peu longue, c'est qui sont tes photographes, tes livres et tes photos préférés. Mais je sais que tu as une belle bibliothèque, tu l'exposes sur Instagram, je pense qu'en tout cas, tu en exposes une petite partie. Je vais te poser la question un petit peu différemment. Si tu devais offrir un livre à un photographe, ce serait lequel ? À un photographe, il faut l'offrir ? Ouais. Je pense que le livre qui m'a le plus marqué, c'est Joel Sternfeld, et je sais plus, j'ai un trou de mémoire sur American Prospect, voilà, pardon. Je pense que c'est pour moi le livre majeur de la photographie. D'accord. Pourtant, c'est pas considéré comme de la street photo, d'où ma correction au début de l'épisode. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ce livre-là ? Alors moi, donc déjà, c'est de la photographie sur les États-Unis, ce qui, moi, me passionne le plus. Toutes les images sont d'une simplicité incroyable, et ça montre qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec, avec une flaque d'eau ou ce genre de choses qu'on voit beaucoup en ce moment. Juste montrez-nous ce qu'il y a sous vos yeux, et ça suffira largement. D'accord. À creuser un petit peu, je mettrai le lien pour l'acheter, ce livre, aux gens que ça intéresse. Ça peut souvent être une longue recherche, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps avant de l'acheter et de l'avoir à moi, parce que la version originale ne se trouvait plus à part à 500 ou 400. Ouais. Ce qui arrive assez fréquemment avec les livres photos. Et en moyen état. Donc je me disais 400 pour un livre pas en bon état, ça m'embête. Et ils nous ont fait une réédition il y a 3 ans à Paris Photo. Et donc j'y suis allé le premier jour pour le prendre directement. Et il n'existe plus maintenant de nouveau ? Je pense qu'on peut le retrouver, mais au minimum à 200 €, un truc. C'est un bon investissement. C'est un bon investissement. J'ai d'autres livres j'ai un Alex Webb sur la Floride qui est coté à $600. Enfin, j'ai des petits livres comme ça qui sont intéressants en termes d'investissement, mais que je ne me vois pas spécialement revendre. Bon, après, les livres, il faut les acheter parce qu'on les aime, peut-être. Ouais, moi, ça m'arrive d'en revendre. Ceux que je revends, généralement, je ne vais pas donner les noms. Mais c'est des livres que je prends aucun plaisir à réouvrir. Je vais quand même donner un exemple, parce que ça va être un photographe reconnu. C'est le livre sur les aéroports de Harry Gruyaert, qui pour moi est un photographe incroyable. Je dois avoir 4 ou 5 livres, et celui-là, je l'ai acheté, je l'ai ouvert et je l'ai revendu le jour même. Ah, c'est marrant, moi je l'ai beaucoup aimé, ce livre. Moi, je n'ai pas du tout accroché. Je trouve que les traitements sont grossiers sur la plupart. Les images sont... Enfin, ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais d'Harry Gruyaert dans mes autres livres, et je trouve que... J'ai l'impression que c'est pas lui qui a fait les retouches. Pour moi, c'est une commande, parce qu'il faut faire un livre tous les ans quand on s'appelle Gruyaert, j'ai l'impression. D'accord. Moi, je suis d'accord sur le fait que c'est pas ses habitudes, mais par contre, je l'ai beaucoup aimé, le livre. Mais parce que j'aime bien ce côté arriver à faire une photo de rien. Puis je trouve aussi que l'objet en lui-même, je trouve ça.
c'est une couverture un peu, on dirait une BD. Enfin, c'est pas un livre d'art. Quoi. Et du coup, le dernier, tu l'as aimé, le India ou pas? Je l'ai pas acheté, justement, parce que je suis resté sur cette mauvaise image et j'ai pas acheté India, et surtout parce que en fait, j'ai jamais été en Inde. Et donc, pour l'instant, tant que j'y vais pas, ça me fascine pas plus que ça, même si je vois qu'il y a quelque chose à faire incroyable en termes de photos. J'ai rien sur l'Inde, je crois. J'ai aucun livre sur l'Inde, il me semble. D'accord. Donc, tu n'achètes vraiment que les livres qui te plaisent, quoi. C'est ça. Et quand ça me plaît pas, je revends. Mais je crois que j'ai rien sur l'Inde parce que j'y suis jamais allé, donc j'arrive pas encore à être intéressé. Je t'en montrerai deux. Je te montrerai celui de Harry Gruyère, justement, qui est pas mal. Et je te montrerai celui de mon camarade William Lamblay, qui a fait un livre sur les mariages et les coutumes en Inde, et qui est assez joli. D'accord. Dont je mettrai les liens dans les notes d'épisode pour les gens qui veulent trouver. Si je te demande ce qui te fait déclencher. Alors, c'est très vague, Tu m'as dit que tu déclenchais peu en plus. Alors, je déclenche peu, mais je peux prendre n'importe quoi. Au grand désarroi de ma femme quand elle m'accompagne. Ça peut être un rayon de soleil sur un mur, ça peut être une flaque d'eau avec un journal dedans, ça peut être un monsieur, ça peut être une dame, ça peut être un enfant. Enfin, vraiment, en fait, j'appuie quand ça m'interpelle. Quand il y a une couleur qui me plaît, quand il y a une texture qui me plaît, quand il y a une scène qui me plaît. J'ai aucune règle préétablie, il faut juste que ça m'interpelle. D'accord. T'es tout le temps en train de surveiller ce qui se passe autour de toi, ou c'est vraiment ça te saute aux yeux? Alors déjà, je pense que ça me saute pas mal aux yeux, mais après, quand je marche, je me rends compte que je regarde partout autour de moi, que ce soit à 1 mètre comme toujours à 50 mètres, parce que j'aime bien prévoir ma scène. Et donc, je regarde beaucoup en amont de mon avancée. Je regarde 50 mètres devant. Et si je vois quelqu'un qui m'interpelle déjà à 50 mètres, je vais commencer à regarder entre lui et moi qu'est-ce que j'ai comme décor pour essayer d'accélérer le pas ou de le ralentir pour être dans une bonne zone. D'accord, c'est le secret d'une bonne photo bien préparée, c'est de voir loin. Ça fait partie des secrets, et puis de connaître son appareil. C'est un autre secret très important. Ça, c'est très très important. C'est pour ça qu'il ne faut jamais changer d'appareil tout le temps. Parce que... En fait, moi, Alors, moi, je parle jamais d'appareil photo quasiment. Je suis un peu un ovni là-dessus. Mais en fait, moi, j'estime que le meilleur appareil photo du monde, c'est celui que tu connais le mieux. Et après, peu importe qu'il y ait un nouveau truc qui sorte avec un zoom ou je sais pas quoi. Moi j'ai un 28 mm. Je sais parfaitement comment il marche. Si jamais j'en change, c'est parce qu'ils sortent son remplaçant. Le même avec un peu mieux, quoi. Mais que tu sauras toujours manipuler les yeux fermés. Voilà, exactement. C'est un petit peu ma règle aussi. Sur ton site internet, dans ta présentation, tu écris à un moment que tu t'es libéré pendant un voyage à New York. Tu as même parlé de surmonter ta timidité naturelle. Ouais. La question que je voulais te poser, c'est comment est-ce qu'on surmonte sa timidité? Alors, c'est même pas libéré parce que, en gros, je n'avais jamais fait de photo artistique. Ouais. Parce que. T'avais 30 ans, c'est ça? En fait, c'était un cadeau d'anniversaire pour mes 30 ans. On m'a offert un appareil photo et un voyage à New York. Parce que je prenais la tête avec les gens. Enfin, je prenais la tête aux gens en leur disant j'aimerais bien faire de la photo. En plus, je pense que, vu que je regardais déjà beaucoup de livres depuis une dizaine d'années, je pense que je pourrais faire des bonnes photos. Et en gros, je restais dans mon coin et je me disais ça, comme ça, au moins, j'étais tranquille, quoi. Je caressais l'espoir d'être un bon photographe si j'en faisais. Mais je n'osais pas en faire parce que j'avais peur des réactions. Et en fait, une fois qu'on m'a offert un appareil photo et un voyage à New York, c'était compliqué de ne pas commencer. Sinon, je pourrais passer pour, je sais pas quoi dire, pour quelqu'un qui ne tente rien, en fait. Ouais. Et je crois la 5e photo que j'ai faite une fois sur place, je l'ai regardée et je me suis dit, ça correspond à ce que j'ai déjà vu plusieurs fois dans pas dans des bouquins, mais ouais. Ça ressemblait à ce que tu avais déjà vu ça avant. ressemblait à ce que j'avais vu. Donc je me suis dit, peut-être que j'ai éduqué mon œil pendant 10 ans et que j'ai gagné vachement de temps plutôt que de commencer la photo tout de suite. Et donc ça m'a libéré. En plus, même si je parle anglais, quand tu es à l'étranger, tu peux vraiment faire semblant de ne pas parler la langue si on t'interpelle. Et en fait, on m'a jamais rien dit. Et donc ça m'a vachement libéré. J'ai fait mes photos, mais quand je suis rentré à Paris après une semaine, j'ai rangé mon appareil photo et je l'ai ressorti qu'1 an après en repartant à New York. Et en fait, c'est à mon 2e retour de New York où là, je me suis dit, vas-y, fonce, quoi. Fais-en à Paris, fais-en à Madrid, fais-en à Rome, fais-en partout, en fait. T'avais besoin de jouer au touriste pour légitimer le fait de faire des photos à l'époque? Je sais pas, parce que j'ai fait 0 photo de tourisme, en plus. Non, mais je dis pas de faire des photos de tourisme, juste de pouvoir passer pour un touriste au cas où, quoi. Peut-être, je me suis jamais posé la question. En fait, juste,
J'ai parlé de Joel Steinfeld, mais un des deux autres grosses influences, c'est Vinogrand et Richard Sandler. Des grands modèles de timidité, Winogrand. Ouais, ça, je sais pas. J'ai vu une vidéo de lui, il saute à la tête des gens, c'est effrayant. Et en gros, j'étais dans la jungle de ce que j'avais vu dans les livres, en fait. Et je me suis dit, enfin voilà, t'y es, maintenant lance-toi, t'as l'appareil photo, fais des photos, quoi. T'étais dans le film, quoi. Tu t'es ça. retrouvé le gamin qui s'est retrouvé projeté dans le film directement et qui s'est dit, bon, bah, vivons l'aventure, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Et le fait de te débloquer, est-ce que simplement tu t'es pas trouvé une bonne raison de faire des images, en fait, une justification au fait de faire des images? C'est pas plus ça que de t'être débloqué, toi? Je sais pas. En fait, alors moi, à l'époque, j'habitais en banlieue. Dans une ville de 30 000 habitants, on voit pas de photographe dans la rue, tout ça. Donc, j'avais pas ce réflexe. En fait, pour moi, il fallait être dans une grande ville pour faire ça, même si j'avais d'autres images en tête des livres que j'avais vus. Mais je me voyais pas, moi, pratiquer la photo dans une ville où je serais le seul à le faire, quoi. Ouais. Et je sais pas si c'était un prétexte. En fait, je me pose rarement des questions. J'avance et là, j'avais envie de faire des photos et j'avais le matériel pour le faire. Donc, en gros, j'ai fait des photos. Une fois dos au mur, en fait, t'as avancé, quoi. C'est ça. Parce que sinon, j'aurais passé une semaine à New York, j'aurais adoré. Je n'aurais pas pu trouver une excuse pour dire j'en ai pas fait encore, toujours pas, quoi. Donc là, j'étais vraiment, comme tu dis, dos au mur, quoi. Ouais, non, parce qu'il y a des gens, des fois, qui se trouvent simplement une bonne justification, c'est-à-dire dans leur esprit, ils documentent quelque chose ou ils font quelque chose qui devient important, en fait, à leurs yeux. C'est ça ma question, en fait. C'est est-ce que quelque part, tu as eu l'impression de créer quelque chose d'important et soudainement, c'est ça qui t'a débloqué? Ou est-ce que... je ne sais pas si c'est important. Moi, vraiment, mon truc, c'est de me dire, j'essaie de montrer aux gens ce que les gens ne prennent pas le temps de voir. Après, je ne sais pas si c'est important. C'est vaste, en tout cas. Mais ça donne un petit objectif, en tout cas. Après, il faut que faut que les photos qu'on fait soient vues. Mais même juste si j'avais montré à mes parents, genre, tiens, regarde ce que tu as loupé ou ce que tu aurais pu voir, si tu rien que ça, c'était des premiers spectateurs. Et en fait, les images, je les ai mises sur Facebook à l'époque assez rapidement. Et j'ai eu des retours assez cool. Donc, je me suis dit, allons-y, on va continuer. Vu que je n'ai pas l'air de faire fausse route, en tout cas, et que ça me plaisait. Et surtout ça, en fait. C'est que le fait de faire de la photo, quand j'étais à New York, m'avait vraiment plu. C'était vraiment une quête de l'instant, de réussir à capturer ce que je vois, en fait. Parce que moi, je voyais déjà des choses avant de faire la photo, parce que je regardais un petit peu partout. Mais je me disais, je faisais pas la photo. Alors que maintenant, je fais la photo et je me disais, faut que maintenant j'arrive à capturer ce que je vois pour montrer ce que je vois. C'était l'excitation du moment. En fait, faire la photo, c'était excitant, quoi. C'est ça. D'accord. Au-delà de les partager, parce que si c'est une torture de les faire et un plaisir de les partager, il y a peut-être un vrai problème. Ouais, moi je les partage parce que surtout maintenant, je commence à avoir, ça commence à payer un petit peu ce qui se passe d'un point de vue artistique, j'entends. Avec des expos, un livre et tout ça. Donc en gros, je montre pas pour montrer ou pour ramener du monde sur ma personne, parce que je fais, par exemple, on voit jamais ma tête sur mes réseaux ou machin. C'est vrai que c'est dur de savoir à quoi tu ressembles sur Internet. Après, il y a ma photo de profil où là je triche pas. Si je triche sur un des profils, mais bon. Elles sont relativement rares, tes images. Si on tape ton nom dans Google Images, en l'occurrence, c'est pas ton visage qui sort. Ouais, franchement, moi, je suis un peu gêné de cette époque où on se met en avant plus que notre travail, en fait. Moi, j'espère que mes photos seront plus vues que ma tête, quoi. C'est mieux. Surtout que je suis blond aux yeux bleus. Il y en a beaucoup. C'est pas non, mais en gros, je veux dire, on se ressemble tous quasiment. On est des êtres humains. Mettons plutôt ce qu'on capture en avant, quoi. Non, moi je trouve ça assez positif d'une manière générale. C'est qu'effectivement, moi je t'ai connu par tes photos, et avant qu'on commence à discuter pour que je t'invite dans ce podcast, j'avais pas la moindre idée de ton visage. Voilà, j'espère que t'es pas déçu. Non, je suis pas. Il n'y a pas de raison d'être déçu. C'est simplement que c'est vrai que globalement, je me rends compte en fait que c'est relativement rare que je discute avec quelqu'un aujourd'hui sans savoir à quoi il ressemble. C'est vraiment un truc, moi, qui me perturbe, quoi. C'est une force en même temps, ça ajoute au mystère. Ouais, mais vraiment, quand je vois les gens en vacances qui se prennent en photo devant tel truc, mais on a l'impression que c'est Sophie va au Vatican, Sophie va quelque part.
Montrez-nous ce que vous avez vu plutôt que votre tête devant ce que vous avez vu. Surtout quand il y a des street photographes qui vous prennent en photo au final dans les trucs. Et que vous êtes pas content quand on vous prend en photo en plus. En plus, oui, c'est vrai que ça, c'est assez courant. C'est ça. Je me rends compte que même moi, je tourne la tête quand je vois quelqu'un faire une photo dans ma direction, alors que pourtant, j'en fais de la street. Moi, je m'en fous un peu. Je fais pas attention spécialement. Après, le fait est que je repère quand même très facilement un photographe, mais je repère très facilement si c'est un street photographe. Si c'est un photographe avec une vocation artistique ou si c'est un mec qui est en train de faire ses photos de vacances. Et après, j'aime bien ne pas avoir, moi, quand je fais une photo, ne pas avoir un photographe dans mon champ. Donc, si j'ai mon appareil photo, j'essaie de ne pas aller dans son champ. On va revenir sur ça un petit peu plus loin parce que j'avais remarqué une caractéristique dans tes images, mais c'est une des questions qui va venir après. Tu parlais de New York un petit peu plus tôt. Tu disais que c'était ton paradis photographique. J'ai lu ça quelque part. Ouais, c'est clairement ça en fait. En fait, il se passe pas. Allez, on va essayer de donner une distance vraiment proche de la réalité, mais il se passe pas 15 ou 20 mètres sans qu'il y ait un truc qui me donne envie de photographier. Alors qu'à Paris, j'habite à Saint-Lazare, donc j'habite dans un quartier qui a beaucoup de passages. Il peut se passer bien 300 mètres ou 200 mètres sans que j'ai envie de faire une photo, quoi. C'est lié à quoi ? Je sais pas, déjà c'est la magie de l'inconnu. Enfin maintenant c'est plus de l'inconnu parce que j'y vais tous les ans depuis 10 ans. Mais il y a plus de monde ? Déjà il y a plus de monde, mais surtout c'est pas mon quotidien en fait. Ouais. C'est un truc que je découvre en fait à chaque passage. Et ça c'est très intéressant. C'est marrant, c'est une discussion que j'ai souvent dans le podcast, le côté local contre totalement hors du quotidien en fait. Ouais, alors après j'aime beaucoup faire des photos à Paris parce que ça me permet de documenter en fait mon quotidien et l'endroit où je vis. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'architecture parisienne pour y habiter, mais c'est moins photogénique. C'est moins photogénique pour moi en tout cas. Je trouve aussi, mais surtout que moi je fais de la couleur. Alors en noir et blanc, je dis pas, hein, les meubles parisiens c'est super en noir et blanc, mais pour longtemps ils sont en train de tous les changer. Ouais, mais en couleur, je préfère largement les façades américaines avec beaucoup de vitres aussi, surtout qui reflètent et qui font que la lumière va partout. À Paris, pour avoir de la lumière, il faut avoir du beau temps et puis il faut passer au bon endroit, au bon moment. Il faut aller au printemps, un jour de soleil. Voilà, c'est ça. Parce que tous les photographes connaissent ce coin-là. C'est ça. C'est les beaux reflets dorés de la façade du printemps. Quelques images de cet endroit, parce que c'est à 3 minutes à pied de chez moi. Oui, c'est de ce que tu viens de dire, effectivement, c'est pas illogique. Moi, j'avais noté donc, que New York, c'est ton Eldorado, mais il y a plein d'endroits que tu as photographiés avec succès aussi. Et d'ailleurs, la différence, je trouve qu'il y a une différence en fait entre tout ce que tu fais à New York et ce que tu fais ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, dans ce que tu publies, souvent hors de New York, c'est des projets complets. Si tu prends le projet de Wilson par exemple, alors je sais que c'est une résidence photographique, mais on comprend que c'est un projet, on comprend que c'est une ville qui a été un peu sinistrée, qui est en train d'essayer de se relever. J'imagine que la résidence photographique était aussi pour ça, pour montrer un côté positif et résilience. Mais il y a une vraie continuité entre les photos qu'on retrouve. Alors, j'ai pas envie de dire qu'on la retrouve pas dans les photos de New York, mais c'est moins évident. Ouais. Il n'y a pas une histoire à New York en fait à raconter. En fait, New York, la seule histoire que je raconte, c'est voilà, voici mon paradis. Et je vous montre mon paradis et je cherche pas à faire du. C'est une histoire au long cours. Ouais, voilà. En fait, c'est mon life project en fait. Enfin, New York et les États-Unis sont mes 2 life projects. En gros, je veux documenter New York et les États-Unis sur de longues années. Mais après, voilà, New York, j'essaie pas de faire croire à une histoire ou ce genre de choses. Je veux juste montrer, voilà, qu'est-ce que le paradis pour moi en photo, c'est Manhattan. Et j'entends Manhattan du bas de Central Park, donc pas plus haut, jusqu'à Downtown. Voilà, c'est vraiment la partie basse de Manhattan. C'était pas le terrain de chasse de Winogrand, ça ? Ouais, c'était plus. Alors moi aussi, c'est plus Midtown. Si je veux vraiment réduire, c'est Midtown mon paradis, vraiment. Mais pour le livre, même si on en parlera sûrement après, pour le livre, j'ai étendu un peu à Downtown aussi parce que pour le séquençage, il fallait certaines images un peu différentes et donc ça m'a fait ouvrir sur un quartier un peu plus large. D'accord, on en reparlera un petit peu plus tard parce que j'avais justement des questions là-dessus.
Sur ton site, j'avais noté, tu vois, je m'étais noté, il y a Wilson où c'est un sujet un peu dur en fait, et je m'étais noté la série suivante sur Atlantic City avait aussi un petit côté fin du monde. Ouais, en fait, ça, j'étais à Atlantic City. J'y suis allé une fois en 2015. J'étais tout seul et j'avais passé 2 nuits. C'était entre Chicago et New York. C'était un road trip que j'avais fait tout seul en 2 jours. C'était n'importe quoi parce que faire Chicago, Atlantic City en 2 jours, ça n'a pas de sens en voiture tout seul. Il faut mieux prendre un peu plus de temps, je vous conseille. Et en gros, la ville m'avait pas paru incroyable, mais ça m'avait pas sauté aux yeux, peut-être parce que j'avais pas encore l'expérience de photographe. Et 2 ans plus tard, j'ai emmené mes parents aux États-Unis. Et en fait, je leur ai fait faire un grand road trip, Niagara Falls, Boston, tout ça. Et je leur ai dit, on va aller à Atlantic City, je veux que vous voyez l'univers du jeu. Parce qu'ils ne connaissent pas Las Vegas. Et en fait, quand j'y suis arrivé, ça m'a marqué. Par rapport à 2 ans avant, j'ai trouvé que la ville s'était délabrée. Le casino Trump était fermé complètement, alors que moi, j'y avais été 2 ans avant. Il était en train de... la destruction allait bientôt avoir lieu. J'ai vu qu'il allait y avoir une élection municipale. Et en gros, en rentrant, parce qu'on est arrivé l'après-midi, en rentrant le soir au motel, j'ai fait une recherche, parce que ça m'a perturbé, je veux dire. J'ai fait une recherche sur Google et j'ai vu que la ville était au bord de la faillite. Et donc, en gros, je me suis dit, demain matin, demain, toute la journée, je vais me concentrer sur cet aspect-là. En fait, la ville est morte, quoi, en fait. Et c'était une ville qui était dans les années... il me semble dans les années 30 ou 40, je crois. Enfin, non, il me semble que c'est 30. C'était la station balnéaire pour les New-Yorkais le week-end, quoi. Et tous les gens riches venaient là-bas pour le week-end. Et là, c'était des morts-vivants qui marchaient, des gens en grande difficulté financière. Dans le texte d'intro de la série, je crois que je l'ai laissé, mais en gros... Non, je ne l'ai peut-être pas laissé. Mais en gros, le niveau de chômage est plus élevé qu'aux États-Unis. Le niveau de pauvreté est plus élevé qu'aux États-Unis sur la moyenne, j'entends. Et en gros, ça se voyait, quoi. Et je me suis dit, il faut que je fasse une série, quoi. Par contre, c'est une série que j'ai faite en 1 jour et demi. Donc elle était assez réussie quand même. C'est une série que j'adore. Ça te parle, ce genre de situation, du coup? Parce que ça fait quand même 2 séries assez proches. J'ai l'impression que tout ce qui est relatif à la difficulté c'est l'époque qui est comme ça, en fait. La vie est de plus en plus dure pour plein de gens. Et ça me travaille, en fait. Et par contre, j'essaie de faire quelque chose de différent, de pas montrer des gens en galère, quoi. Ouais. Par exemple, Wilson, c'est une série sur une ville qui est pas en forme du tout, mais mes portraits que j'ai mis dans la série sont plutôt des portraits très lumineux. Ouais, sont positifs. Ils sont très positifs. Donc voilà, j'essaie de montrer quelque chose de difficile avec une lumière angélique, entre guillemets, mais en tout cas quelque chose avec de l'espoir, en fait. Ouais. Alors, tu vois, il y a un truc que moi j'ai remarqué dans tes photos. Tu vois, je disais sur Atlantic City, c'est un petit côté fin du monde. C'est assez fréquemment, même dans les séries plus positives, même dans les photos plus positives, tu as des sujets relativement isolés. Alors ça m'a... Quand tu m'as envoyé un petit peu les questions, j'ai un peu bloqué là-dessus. On me l'avait déjà dit et en fait, j'ai pas l'impression, même si ça doit être vrai, parce que c'est pas la première personne qui m'en parle, mais justement, ça m'intéresse de savoir si c'est la vérité. Quand j'ai reçu tes questions, j'ai regardé sur ma maquette de mon livre, par exemple. Ouais. Et donc, il y a 60 photos dans le livre. Il doit y en avoir 55 avec des sujets et 5 sans personne. Et sur les 55 avec des sujets, il y en a plus de la moitié qui sont avec plus d'un sujet. Donc, je pense que c'est pas une vérité en soi. Maintenant, c'est des images qui sont faciles à lire pour le spectateur. Donc, c'est peut-être celle qu'on retient le plus. Mais par exemple, la couverture de mon livre, ça sera 3 personnes sur la photo avec des entrées un peu partout. Enfin, justement, ça va un peu à l'opposé de ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'il y a des images... En fait, je pense que les images très fortes que j'ai pu faire, en tout cas au début, étaient avec un seul sujet. Alors ça dépend de ce qu'on regarde, parce que sur ton site, c'est beaucoup plus prononcé que sur ton Instagram, par exemple. Donc je pense aussi que c'est parce que j'ai basé beaucoup de mes questions sur le site internet, et un petit peu moins sur Instagram, que j'ai peut-être eu cette impression. Mais il y avait un autre point qui est ma question suivante et qui peut peut-être expliquer aussi ça, c'est que tu as une utilisation extrêmement fine, extrêmement forte des ombres dans tes images, et que peut-être justement d'avoir moins de sujets, ça te permet de le gérer plus facilement.
Et en fait, si je peux, la suite de la réponse, en fait, c'est vraiment que je n'essaie pas de me dire faut que je prenne un seul sujet ou vraiment, moi, je prends ce qui se passe, quoi. Une situation. S'il y a un seul sujet, il y aura un seul sujet. S'il y en a 5, je vais essayer d'en mettre 5. Vraiment, c'est pas ta recherche, quoi. Ouais, c'est ça en que fait, tu veux voilà, dire. vraiment, c'est pas du tout un but précis. Parce qu'il y a des gens chez qui ça pourrait être un message. Et sur la solitude, tout ça. Et je pense que ça, c'est des séries qu'on peut faire quand on commence la photo, parce que c'est simple. Alors après, par contre, je suis assez, pour mon editing final, je suis assez pointilleux. Et c'est vrai que c'est des images qui sont plus faciles à lire, donc peut-être que je vais en retenir plus comme ça. Et comme elles sont claires, elles vont marquer un impact, vont impacter un peu plus le spectateur. D'accord, donc elles attirent plus l'œil en fait. Peut-être, je pense. D'accord, c'est peut-être un biais. Mais après, encore une fois, je trouve que les images que tu partages selon l'endroit où on regarde sont pas toujours les mêmes. Il y a une différence que moi j'ai trouvé sensible entre ton site et ton Instagram, par exemple. Ok, faudra que je regarde parce que c'est notamment sur les photos avec beaucoup d'ombre, où je trouve qu'elles sont très représentées sur ton Instagram. Il y a un peu plus de variété, par exemple, sur ton site internet. Il y a des photos moins typées, moins fortes dans ce domaine-là, qui ont leur propre force à elles. Sur le site. Sur le site, ouais. Ouais, après, sur le site, j'ose espérer que les gens prennent plus le temps. Et donc, j'essaie de mettre des photos un peu plus complètes, un peu plus complexes. Un peu différentes. Ouais, Instagram, c'est aussi un endroit où on met des photos pour mettre des photos pour rappeler aux gens que on existe entre guillemets, qu'on a un travail photographique, mais j'espère que les gens vont plus voir sur le site et prennent le temps de regarder sur le site parce que c'est là qu'on exprime le mieux notre travail. C'est ta galerie. C'est réelle. Ça, vraiment. Plus qu'Insta. Toujours sur les ombres, tu l'as dit, tu shootes au 28 mm. On va pas dire quel appareil, mais je pense que les amateurs sauront reconnaître de quoi il s'agit. Et justement, je me demandais si l'exploitation de ces ombres était nécessaire quand on a un cadre qui est un petit peu plus large que la moyenne, parce que la plupart des street photographes vont jurer que par le 35 mm. Alors, contrairement à plein de gens qui sont des aficionados du non-recadrage, moi je travaille au 28 parce que j'aime beaucoup avoir un confort dans ma prise de vue, mais je recadre pas de façon pas avec une hache, c'est pas ça que je veux dire, mais en gros je fais exprès le 28 me plaît beaucoup parce que je sais que je vais pouvoir me rapprocher un peu une fois sur l'ordinateur, quand je prends une photo, la scène que je prends, c'est pas celle de mon 28, c'est celle que j'ai déjà en tête moi. Donc tu shootes au 35, mais avec une optique un peu plus large, quoi. Ouais, je pense qu'on est entre le 28 et le 35. D'accord. Ça n'existe pas, mais on va dire, je sais pas si on peut dire un 32, si ça existait. Non, mais il y a des caractéristiques différentes après entre les optiques, mais c'est vrai que le 28, pour avoir essayé, je trouve que tu dois être... alors peut-être que j'ai pas encore moi surmonté ma timidité naturelle aussi, mais c'est rigolo à dire parce que je sais pas vraiment la définition du timide, mais j'ose pas toujours en street photographie, et peut-être justement qu'il y a ce petit inconfort de devoir s'approcher un peu plus des gens, non? Et ben justement, alors moi je suis moi c'est spécial, je suis timide sans être timide. Quand je dis que je suis timide à certaines personnes, les gens ne me croient pas. Quand les gens pensent que je suis pas timide, des gens pensent que je suis pas timide, d'autres personnes lui disent mais il est très timide. Enfin en gros ça va vraiment dépendre avec qui je suis. Et avec un appareil photo, ma timidité s'envole en fait. Je m'en fous de savoir si on m'a vu, je m'en fous de me coller à quelqu'un. J'ai déjà fait des workshops pour des gens qui m'avaient demandé et qui me disaient j'arrive pas à prendre en photo. Et je leur ai dit juste mets-toi là, regarde juste comment je fais par exemple. Et je lui montre en exagérant. C'est pas des photos que je vais garder à la fin, mais c'est pour lui montrer en fait que tu vas pouvoir faire n'importe quoi comme photo en étant très près. Je vais à Opéra et je me mets vraiment l'appareil sous les yeux des gens, quoi. Et en fait, les gens, plus t'es près, et je crois que c'est Tommy qui dit ça, plus t'es près, moins on te voit en fait. Enfin, n'ayez pas peur, en fait, vous faites rien de mal, sauf si vous faites quelque chose de mal, mais si vous faites rien de mal, n'ayez pas peur en fait. Vous faites des photos, c'est tout. Non, mais moi, je suis toujours surpris de voir à quel point les gens font peu attention en fait à toi, sauf quand toi, tu es extrêmement conscient de ta présence. Ouais, en fait, si tu sais que tu fais rien de mal et si tu as confiance en ton travail et tout ça, personne ne te verra en fait. Moi, les gens qui vont me faire des reproches, généralement, c'est des gens que je ne prends pas en photo. C'est juste, ils m'ont vu avec un appareil. Moi, ils ne m'intéressent pas. Je les ai vus, mais ils ne m'intéressent pas, quoi.
Et c'est eux qui vont qui vont me regarder 15 fois. Alors que. Oui, parce qu'ils veulent attirer ton attention, peut-être aussi. Ils sont peut-être vexés que tu les aies pas regardés. Ouais, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas des gens que j'avais prévu de prendre. Une fois, j'ai un mec qui est venu me voir et qui m'a dit: vous pouvez effacer la photo? Je fais: mais quelle photo? Vous venez de me prendre en photo? Je fais: pas du tout. Et il me fait: bah regardez quand même. Je fais: bah non, je sais très bien ce que je prends en photo et je vous ai pas pris en photo. Et en plus, le mec me dit: non, mais en plus, j'adore la photo de rue. Hein. Ouais. J'ai dit: mais si vous adorez la photo de rue, même si je vous avais pris, laissez-moi la photo alors. Ouais. Enfin, les gens sont contradictoires dans la rue. Ils se prennent en photo, mais on peut pas les prendre. Ils se mettent sur des réseaux sociaux toutes les 5 minutes, mais nous, on peut pas les prendre, alors que notre photo, elle va être généralement plus belle que leur portrait avec une langue de chien qui va sortir de leur bouche. Enfin, laissez-nous faire. On fait rien de mal. C'est amusant. J'avais une discussion ce matin avec une amie. J'avais à une époque 2 potes qui faisaient 1m65 tous les deux. Et il y en a un des deux qui ne s'était jamais posé la question de sa taille. Et je me suis jamais dit une seule seconde qu'il était petit. Et l'autre qui était très complexé par sa taille, et ça se voyait. Et je pensais qu'il était petit, alors que les deux étaient pareils. En fait, un jour, je les ai vus côte à côte, je me suis rendu compte qu'ils faisaient la même taille. Et qu'il y en avait un où j'avais jamais réalisé qu'il faisait 1m65, et l'autre où c'était une caractéristique qui le définissait. Et tu vois, ce qu'on est en train de dire, c'est que si toi, tu considères que peut-être tu fais un truc de travers, bah, on va te remarquer beaucoup, beaucoup plus que si tu considères que tu es normal et que ce que tu fais est tout à fait naturel. En fait, on va pas te voir. C'est ça. Enfin, faut juste avoir confiance en ce qu'on fait et être sûr de soi, en fait. Moi, je sais que je vais jamais prendre, je sais pas, quelqu'un qui est pas à son avantage, ou voilà. Donc, en gros, je sais qu'il va rien me dire, la personne. Et il y a quelqu'un une fois sur Instagram qui m'a dit: c'est quoi cette photo, vous l'avez prise où et tout. Donc je lui dis: à Saint-Lazare. C'était quel jour? Je lui dis le jour. Il me dit: c'est moi sur la photo. Et c'était 1 an après que je l'ai posté, 1 an après, quoi. Et je lui dis: j'espère que vous aimez bien la photo de rue. Elle m'a dit: ouais, j'adore ça. Et donc vu que ça s'est bien passé, je lui ai offert le tirage. Et voilà, en fait, tant que vous faites des choses pas dans le but de nuire à d'autres gens, on va rien vous dire, à part les gens qui sont mal lunés. Mais ça, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens comme ça. Comme tu pars pour faire des belles photos, de toute façon, personne ne devrait avoir rien à dire là-dessus. En tout cas, j'essaye. Mais je pense qu'il n'y en a aucune de irrespectueuse. J'ai pris une photo sur le boulevard Haussmann, devant les galeries, d'une dame qui est tombée par terre. Et là, j'ai eu une armée de gens qui m'ont dit que c'était pas bien, que j'avais pas respecté cette dame. Mais en fait, on ne voit pas la dame. On voit une dame qui est par terre, mais j'aurais jamais posté une photo. Enfin, déjà, j'aurais jamais pris une photo où on voit sa tête par terre. Mais là, on voit pas sa tête. Donc, en gros, moi, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et ce que moi, j'estimais être une scène de la vie, en fait. Voilà. Alors, oui, toujours sur les ombres. On revient aux ombres. C'est pour ça, on est parti très très loin des ombres et on va y revenir. Comment tu gères, comment tu décides que c'est assez... En fait, on peut se perdre très vite dans la partie ombrageuse de la photo, où on va perdre trop de détails, ça ne va plus rien raconter. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce que tu as une méthode pour définir ça? J'essaye que... En fait, la zone d'ombre me gêne peu. Elle peut être très grande, du moment que dans la zone de lumière, il se passe un truc incroyable. Et que c'est très beau. Enfin, soit c'est incroyable, une scène incroyable, soit c'est une esthétique magnifique. Voilà, je veux que... ok, il y a beaucoup d'ombre sur cette image-là, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la lumière. Et ça, c'est très, très beau, par exemple. Voilà. Donc, c'est plus l'action et moins la technique en elle-même, quoi. C'est ça. Et après, juste comme je suis quand même assez soigneux sur mes images, j'essaye de faire des images assez léchées, on va dire. J'aime bien le fait qu'il y ait des ombres, ça permet d'enlever certaines couleurs qui jureraient dans une image. Ouais. Donc ça joue aussi, c'est aussi pour ça que j'en fais souvent. Mais c'est un attrait personnel pour des images esthétiques. Et après, les photographes new-yorkais que j'adore, c'est des gens qui font très peu d'esthétisme et qui font des scènes de gens loufoques, enfin plus loufoques les uns que les autres, en fait. C'est juste que moi, j'ai alors peut-être pas une facilité, mais j'ai cet intérêt pour des images assez léchées, et donc c'est simple avec ça, en fait. Ça te permet de nettoyer un peu le cadre, quoi. C'est ça. Parce qu'avec le 28, le cadre est grand. Ouais. Donc même si, alors c'est grand, donc, mais ça a ses défauts, et donc il faut essayer de jouer avec les défauts. De compenser un petit peu. Voilà.
Alors, on a un petit peu parlé de tes séries un petit peu plus, j'ai pas envie de dire sombre, mais un peu plus dures, un peu plus tristes, voilà, exactement. Et de cette petite sensation de solitude qu'on peut avoir sur certaines de tes photos. Mais par contre, tu as un côté totalement opposé à ça, qui est plein d'humour, qu'on retrouve dans une série qui s'appelle Happy Accidents. Ouais. Où elle est mignonne, elle est jolie, elle est charmante, tu sors de là, tu as un petit sourire au coin des lèvres, parce que c'est assez amusant. J'aurais bien aimé que tu nous en parles un petit peu de cette série. Déjà, c'est une série que j'adore, que ce soit la mienne ou pas la mienne. En fait, c'est des images que j'adore, en fait. Quand on tourne quand on enchaîne des photos comme ça, généralement, comme tu viens de dire, on sort de là et on a le sourire, on voit la vie du beau côté par rapport à Wilson ou Atlantic City, où là on se dit putain, dans quel monde on vit. Là, c'est vraiment l'aspect joyeux de la photographie, en fait. Et c'est une attention de tous les instants sur des détails, sur des juxtapositions, sur des trucs marrants, en fait, des trucs qui moi me font sourire. Et généralement, je mets pas de titre à mes images, mais généralement, au moment où j'appuie sur le bouton, j'ai un titre en tête. Et c'est ça qui me fait appuyer. C'est vraiment des accidents ou c'est... C'est complètement... Enfin, c'est des accidents que je vais provoquer. Il y a des accidents tout court. Et après, il y a des accidents que je provoque. Je sais pas si elle est dedans au final, mais le mec au-dessus d'une poubelle qui est allongé... Enfin, avec l'effet d'optique, on croirait qu'il est allongé au-dessus d'une poubelle. En fait, bien sûr que là, je l'ai vu et que mon but, c'était de faire rigoler. Tu l'as aligné, voilà. Donc après, c'est des accidents contrôlés, on va dire. Je travaille dans les assurances, faut pas l'oublier. Donc les accidents, c'est dangereux. Non, mais vraiment, c'est entre l'accident que j'ai vu et que je peux provoquer. Et des fois, c'est un accident pur, quoi. Mais par exemple, mon arc-en-ciel, qui est une photo qui a été assez vue et qui m'a permis d'avoir un prix à San Francisco et tout ça, pour moi, c'est de la poésie plus qu'un accident, en fait. Et quand j'explique l'image à des gens, ils me disent « mais t'aurais dû rien me dire, en fait », parce que je trouvais ça encore plus magique. En fait, plein de gens pensent que j'ai appuyé au bon moment avec le ballon, machin et tout. Mais en fait, c'est un ballon qui est suspendu, en fait. J'aurais pu revenir le lendemain s'il y avait eu un arc-en-ciel, j'aurais eu la même photo, quoi. Donc il n'y a aucune magie, en fait. C'est vraiment... faut se mettre dans le bon cadre. La magie, elle est dans la photo, en fait. Elle n'est pas dans la situation, elle est dans la photo qui en sort. C'est ça, et puis elle est dans mon esprit enfantin, en fait. D'ailleurs, qui a envie de voir ça, quoi. C'est marrant, tu vois, je te dis ça. On parlait des séries tristes avec Wilson et Atlantic City, qui sont des séries que tu as fait sur une période de temps très resserrée. Finalement, c'est tes séries au long cours qui sont plus joyeuses et qui sont plus optimistes, parce que même New York est plus heureuse, plus... Alors Wilson, c'est 1 mois et 1 mois non-stop. En fait, ça fait beaucoup de temps, mine de rien. Mais moi, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie. En fait, moi, il n'y a jamais rien de grave. Je suis toujours de la même humeur tous les jours. Donc, en gros, c'est ce que j'essaie de ressortir, c'est quand même aussi que la vie est belle, entre guillemets, quoi. Mais j'ai cette part de réalisme qui fait que je suis partagé tout le temps entre ces images un peu rigolotes et les images compliquées. Je travaille sur une série depuis longtemps qui s'appellerait peut-être Alone in Babylon, et qui montrerait en fait cette complexité de la vie actuelle, c'est-à-dire des grandes mégalopoles où on est des millions et on se calcule pas, quoi. Et là, il y aurait des fois une image avec un seul sujet, mais des fois, il y aurait des images avec 20 sujets, mais qui ne se regardent pas, qui s'ignorent complètement. Donc, en gros, je suis partagé entre les images très, très rigolotes et les images très, très tristes, quoi. Tout en restant optimiste. C'est ça. Parce que les images tristes de Wilson, il y a quand même de l'espoir dedans. En fait, Wilson, c'est vraiment spécial. C'est que moi, je suis arrivé là-bas et j'ai dit, putain, c'est mort et tout. Je me suis dit, c'est fou, quoi. Et j'ai parlé avec des gens et eux, ils m'ont dit, oh là là, notre ville, elle est en train de renaître. Elle va bien et tout, c'est cool. Je leur dis, mais vous avez pas vu le nombre de magasins qu'il y a vides et tout, quoi. Donc, ils m'ont expliqué l'histoire de la ville et ça m'a donné mon axe tout de suite pour ma série, quoi. Je me suis dit, ok, on va partir là-dessus, mais on va pas dire que c'est la renaissance, on va dire que c'est en attendant de renaître. Parce que pour moi, qui suis de l'extérieur, c'était mort. Alors que pour eux, ils étaient en plein dans la renaissance, quoi. Ouais, c'était déjà mieux qu'avant, quoi. C'est ça. Donc imagine, tu serais arrivé 3 mois avant. Ouais. C'était moins fun. C'est ça.
Il y a un point que j'ai remarqué dans tes photos, je l'ai remarqué plus particulièrement dans Paris Libéré, c'est que tu as une manière de toujours suggérer subtilement où on se trouve. Ça m'a sauté aux yeux sur une photo où on voit alors évidemment je l'ai plus sous les yeux, on voit un taxi parisien, on voit juste dans l'ombre le petit symbole du taxi parisien, mais assez régulièrement et assez fréquemment. Je trouve qu'on n'a pas de doute particulier sur les endroits où on va se trouver dans tes séries photos. D'accord. J'ai aucune. C'est pas voulu, du tout. C'est pas du tout une recherche que j'ai. Celle du taxi, c'est celle sur le pont de Dauphine, là, c'est ça le pont près de l'île, je sais plus comment elle s'appelle cette île. Avec une statue. Okay, c'est le pont entre la Samaritaine et de l'autre côté. Et au milieu, il y a une petite île. J'ai un trou de mémoire sur l'île. On rêve d'habiter là avec ma femme. L'île Saint-Louis. Non. La Samaritaine. C'est un petit triangle, une île avec un petit triangle, une place où il y a des gens qui jouent à la pétanque le week-end. À côté du tribunal. Oui, exactement. Ok, oui, j'ai oublié le nom aussi, mais je vois tout à fait. Et en fait, c'est juste là, à la sortie de la petite place. Mais non, j'ai pas je recherche pas spécialement à faire le guide de la ville, donc c'est étonnant. Moi, je trouve qu'on reconnaît en fait globalement, on a toujours une notion de où on se trouve en fait. Mais c'est bien, je trouve. Moi, je trouve que c'est un bon compliment, mais c'est pas recherché. C'est pas voulu. Donc non. Je suis en train d'essayer de me remémorer les images pour voir, mais peut-être tu vas reprendre ton portfolio et tu vas te rendre compte qu'en fait, si tu arrives toujours à glisser un petit truc. Je suis un guide en fait. Inconsciemment, sans forcément être un guide, mais qu'on peut faire comprendre. Je trouve que c'est une force de faire comprendre des choses comme ça dans une image en fait. C'est pour ça que je le prends très bien, parce que c'est plutôt cool, mais je fais pas attention en tout cas. J'ai aucune. C'est pas du tout un calcul. D'accord. Ok. Bon, c'était moi ça m'avait marqué, donc je me suis dit peut-être il y a une raison et peut-être il y a quelque chose à creuser. Non, pas du tout, mais dans ce sens-là. Très bon compliment. Merci. En général, on parle d'une image en particulier, mais on va parler d'une série en particulier parce que je l'ai trouvé. On parlait de ton humour, je l'ai trouvé très drôle et en même temps très forte techniquement parce qu'il faut quand même faire ça. C'est droit à l'image. Ça répond à une problématique que je pense tu rencontres assez souvent. Qui est cet illogisme total d'interdire aux gens de faire des photos dans la rue alors que tout le monde fait des photos dans la rue et de protéger l'image des gens. Et j'aimerais bien, tu la racontes sur ton site l'histoire, mais j'aimerais bien qu'on la développe ensemble, l'histoire derrière cette série. Et en plus, moi, je la raconte même pas sur le site. C'est le rédacteur en chef de Compétences Photo qui fait un vrai gros texte parce qu'on a présenté la série. Ouais. Mais moi, je peux l'expliquer très facilement parce que c'est vraiment 2 éléments déclencheurs. Le premier, c'est j'en avais marre en fait que quand j'allais à des soirées chez des potes ou machin et que je disais je fais de la photo et qu'ils me disaient tu fais quel style, donc je leur montrais et puis ils me disaient mais tu demandes l'autorisation aux gens, et tous les gens me demandaient ça et ça me rendait fou quoi. Je dis ben non, ils sont dans la rue, je vais pas leur demander, bref. Et l'autre truc aussi, c'est une fois j'ai pris une maman et son fils en photo dans le métro, mais on ne les voit pas du tout, ils sont cachés par leur livre. C'est une photo qui a été détournée, qui est devenue un mème un peu sur internet. Et on voit pas la maman, on voit pas l'enfant. Et en gros, j'ai fait l'erreur de vouloir rechercher la maman. Parce qu'en fait, j'avais pas tilté quand j'ai pris la photo, parce que c'était pendant le 24 Heures Project, donc en gros, ça faisait 11 heures que je faisais de la photo. Donc j'ai pas tilté tout de suite que la photo était vraiment intéressante. Et j'ai recherché, donc j'ai mis une annonce. Si vous connaissez ces gens-là, alors qu'on les voit pas, essayez de leur dire de me contacter, j'aimerais leur offrir le tirage. Et là, en fait, j'ai reçu des menaces de mort de gens. Alors, c'est des menaces de mort sur Internet. Ouais. J'étais pas très inquiet, mais je me suis dit, mais les gens sont malades. Des réactions violentes, en tout cas, de gens. Quoi. Ils m'ont dit, tu me prends mon enfant et moi en photo dans la rue, je te tue. Je lui dis, mais on ne voit pas la personne, en fait. Il me dit, pareil, c'est la même chose. Si je vois que tu me prends en photo, je te tue. Je dis, d'accord. Et en gros, là, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que c'est plus possible. Et juste à mon échelle, je me suis dit, je vais faire une série qui s'appelle Droit à l'image. En gros, pour vous montrer que même si on ne vous voit pas, on peut faire des choses, j'espère, belles avec vous. Sans qu'on vous voit. Donc arrêtez de vous prendre la tête, on servira de vous, qu'on vous voit ou pas. Et en plus, l'autre truc, c'est que je ne l'ai pas mise dans la série, la photo qui a tout lancé, mais en gros, ça montre aussi qu'on peut reconnaître des gens sans les voir. Ouais. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. Comme je disais tout à l'heure, on ne fait rien de mal. Voilà. En tout cas, la série est géniale. Merci. Et en fait, elle avait bien plu donc, à Gérald, le rédacteur en chef de Compétences Photo. Et il m'a contacté un jour et il m'a dit ça te dirait de concourir pour le prix Zoom du salon de la photo. J'ai dit je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, et en gros il m'a proposé donc au prix,
Et donc, j'ai obtenu le prix du public. Et ça, c'est cool parce que la série a pu être vue. Donc, ça a eu un écho. Et je pense que le sujet de la série a dû aussi interpeller. Gens, ouais. Et c'est aussi pour ça que ça a gagné parce que c'est un sujet on en entend parler tout le temps, quoi, en fait, de ce droit à l'image. Ça n'existe pas, en fait, dans un lieu public. S'il y a une démarche artistique, votre droit à l'image, il n'existe pas, entre guillemets. Tant qu'on respecte votre dignité, on va dire. C'est devenu une phrase tellement galvaudée, le droit à l'image. Moi qui travaille des fois dans des boîtes de nuit et des choses comme ça, le nombre de fois où j'entends ça en disant non, c'était dans un lieu public, il n'y a pas de discussion possible sur le droit à l'image. Mais les gens s'y accrochent parce que c'est une espèce de marronnier, tu sais, on leur a expliqué une fois, et puis, je veux dire, ça laisse pas de place à l'interprétation. Au droit à l'image, ça laisse entendre qu'eux ont tout le droit et toi, tu as tous les devoirs et toutes les obligations. Et du coup, il n'y a pas de discussion, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, non ? Ouais, complètement. Moi, j'ai eu des discussions avec un couple d'avocats ou élèves avocats, parce que je soupçonne qu'ils n'étaient pas avocats, vu leur... Parce que moi, je ne suis pas du tout avocat, mais j'ai eu plus de connaissances qu'eux. Alors après, j'avais creusé le sujet. Ouais. Mais en gros, je les prenais même... Alors, c'est fou, c'est que je les prenais même pas en photo. Mais ils sont venus me voir. Je pense que c'est la femme qui a dit au mec tu veux pas lui dire quelque chose parce qu'il nous a pris en photo, nanana. Et donc, ils viennent me voir. Ils me disent vous pouvez effacer la photo ? Je fais je vous ai pas pris en photo. Donc, je leur montre 50 000 fois. Ils me font dans l'autre sens. Donc, je leur montre dans tous les sens. Ils sont pas dessus. Donc, déjà, première chose, ils se retrouvent très, très bêtes parce qu'ils sont pas du tout pris en photo. Et enfin, ils me disent vous savez que vous avez pas le droit de prendre des photos. On est avocat. Et alors là, alors le truc, quand on me prend pour un con, en plus, je deviens très, très con aussi. Et je leur dis, vous avez dû sécher quelques cours, notamment cette partie-là, en fait, parce que de vous prendre en photo, j'ai le droit. La question après, ça serait que je pourrais me poser, c'est est-ce que je la diffuse ? Là, à la rigueur, vous pourriez peut-être avoir un truc à dire. Mais de vous prendre en photo, j'ai tous les droits, en fait. Et ils se sont retrouvés un peu cons et ils sont partis, quoi. Mais voilà, comme souvent les altercations dans la rue. Et une fois, j'ai donné ma carte de visite à un mec, je lui ai dit, mais portez plainte contre moi, s'il vous plaît. Comme ça, au moins, il y aura... Oui, ce sera clair. Comme ça, il y aura de la visibilité sur cette affaire et au moins, on sera tranquille. Portez plainte, s'il vous plaît. Et le gars, il n'a pas pris ma carte et il s'est barré. Bizarrement. Ouais. En termes réalisation, parce que j'imagine que c'est pas simple de faire des photos où justement, on fait en sorte de ne pas voir le visage des gens. Ouais, et puis il y avait un piège à éviter, c'était genre d'éviter d'avoir que une ombre. Voilà. Parce que ou la photo de dos. La photo de dos, je me l'interdisais. J'espère qu'il n'y en a pas. Ou normalement, si c'est un dos, c'est un 3/4, on va dire. Parce que je m'interdisais deux choses. C'était d'avoir une personne de dos et de répéter l'ombre trop souvent, quoi. Oui, donc pas faire tout le temps la même photo pour... Non, j'aurais été un peu tricheur. Et je voulais absolument avoir des touristes, parce que pour moi, c'était un sujet majeur, parce que les touristes prennent tout le monde en photo. Donc, je voulais leur remettre un peu à leur place. En gros, vous aussi, on vous prend en photo. Je voulais avoir quelqu'un qui travaille, parce que les gens qui travaillent sont souvent sur la défensive. Et ça, c'était la plus dure à réaliser, parce que je peux comprendre qu'un mec qui a un travail, alors pas ingrat spécialement, mais un travail dans la rue, c'est souvent quelque chose qui est... Les gens qui le font, alors c'est pas qu'ils ont honte, mais il y a pas mal de gens qui se disent j'ai pas envie qu'on sache que je fais ça comme métier et tout ça. Et donc c'était un peu la plus dure. Et j'ai réussi à prendre un laveur un monsieur qui lavait des carreaux d'un restaurant et qui est, dans mes souvenirs, qui est masqué par sa raclette. Voilà. Donc voilà, fallait que j'ai des touristes, fallait que j'ai un mec qui travaille ou une dame qui travaille. Et il fallait pas répéter le même subterfuge à l'infini, quoi. Et sinon, j'ai eu des trucs... ça s'est fait assez naturellement, en fait. Ça s'est fait, je dois en avoir une centaine en tout, je pense, qui pourraient rentrer dans la série. Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est toute la rangée des petits vieux, avec toute la rangée des petits vieux qui sont planqués par la rambarde. Ouais. C'est parfaitement aligné, c'est nickel, franchement. Il y a une super anecdote, c'est que les gens ne bougeaient pas parce qu'ils pensaient que je les prenais en photo. Et une fois que j'ai fini, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit vous êtes le photographe que la ville de Gravelines a commandé pour le calendrier ou un truc comme ça? Je dis non, pas du tout. Et il me fait pourquoi vous nous avez pris en photo? Je lui dis parce qu'on vous voit pas. Ils m'ont regardé genre mais qui c'est ce mec? Et donc je leur ai montré, ils ont fait ah c'est rigolo et voilà, je suis parti. Mais elle est belle et elle est pleine d'humour donc. Ouais.
On va passer au côté plus business de ta pratique photo, qui est un peu plus limité que la plupart de mes invités. Aujourd'hui, si je te demande c'est quoi ta source de revenus principale? C'est mon travail de tous les jours. Je travaille à la Maïf, assureur militant. Et si vous voulez assurer bien vos appareils photo, venez à la Maïf. Vraiment, parce que ça fait partie de votre contrat habitation, tout simplement. Je mettrai ton numéro directement dans le... Non, mais vraiment, en plus, en plus, je connais beaucoup de photographes pros qui sont assurés à la Maïf, justement. D'accord. Non, mais c'est marrant parce qu'on ne pense pas souvent à ça, en fait. C'est quand on se pose la question d'assurer son matériel, on ne se dit pas forcément on peut être couvert dans son assurance habitation. Avec les contrats, alors plus maintenant, parce que ce n'est pas les contrats de base maintenant, c'est des contrats où il faut prendre un peu des options maintenant, parce que c'est la mode des options. Oui. Mais sur les contrats initiaux de la Maïf, le contrat habitation, l'appareil photo est couvert en dehors de l'habitation. D'accord. Et les 5 appareils photo du professionnel? Alors après, ça dépend de sa démarche. Voilà, si c'est une démarche pro, c'est différent. Mais... Ouais. Non, mais je comprends la logique. En tout cas, c'est intéressant à savoir. Tu as écrit, je suis tombé sur une interview de toi en ligne. Tu disais que tu avais fait des études entre guillemets fourre-tout. Et que tu étais parti rapidement dans une carrière un petit peu fourre-tout avant de devenir photographe. Ouais, alors déjà, je suis toujours dans une carrière fourre-tout. J'ai pas changé. En gros, moi, je pense que j'ai zéro ambition professionnelle. Ça m'aide à faire de la photo. Je pense que ça serait compliqué à vivre si j'avais pas de carrière entre guillemets de photographe à côté. Ouais. Là, vu que je fais de la photo, que ça se passe bien en photo, c'est beaucoup plus facile à défendre mon manque d'ambition. Mais ouais, j'ai fait un BTS action commerciale parce que j'aimais pas l'école. En gros, c'était un truc en 2 ans où tu es sûr d'avoir un boulot quasiment en sortant. Je suis sorti, j'avais un boulot avant de passer mes épreuves de BTS. Et j'ai fait 4-5 boîtes enchaînées, banque, assurance, tout ça. Et là, depuis 12 ans, je suis dans une boîte, la Maïf, donc, et je pense avoir trouvé un endroit où je peux être moi-même et où j'ai du temps. La preuve, je suis parti un mois à Wilson, en plein mois de décembre, et voilà, j'ai pris 4 semaines sans solde, 1 semaine congé payé. Ils m'ont fait 0 problème. Ils m'ont dit, vu l'opportunité, on ne peut pas te dire non, tout ça. Donc, je pense avoir trouvé une boîte très, très humaine, quoi. Donc, t'es bien là où t'es. Ça te permet en même temps de faire ce que tu as envie en photo. J'ai trouvé un équilibre complet, même s'il y a des fois où... hier, j'ai reçu une proposition pour un job photo qui était très bien payé. Et en gros, j'ai décliné, j'ai envoyé des noms de photographes amis à moi sur le dossier pour le récupérer, mais parce qu'en fait, je me disais, j'ai déjà demandé le mois de décembre. Ça va faire beaucoup, quoi. Le contrat, c'était dans 15 jours. Et en gros, ça fait peu de temps pour ma boîte de se retourner. Donc, en plus, je suis assez respectueux du... Après, c'est donnant-donnant aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'eux, ils sont cool quand tu as besoin qu'ils soient cool. Et après, toi aussi, il faut que tu les respectes, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que ça se passe très bien. C'est parce qu'ils ont compris que je leur mettrais pas de carottes. Et donc, eux, ils m'en mettent pas. Et voilà. D'accord. Donc, quelque part, ton métier est un vrai soutien à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que tu te contentes du soutien financier que ça apporte à ta pratique de la photo, mais en plus, il y a une compréhension de la part de la boîte sur le fait que tu as un côté artistique et qu'il faut le développer et que des fois, tu as besoin de temps à y consacrer. Ils sont conscients de ça. Et en plus, ça m'apporte une vraie tranquillité dans la photo, en fait. Parce que quand tu as zéro contrainte, zéro... pas objectif, mais zéro... C'est pas du travail, quoi. Ouais, voilà, j'ai pas En gros, si on me donne un objectif et que je le remplis pas, c'est pas grave, quoi. D'accord, c'est de l'art. C'est de l'art, voilà, d'accord. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai déjà fait, par exemple, 3 mariages, je crois, en photo. Et déjà, quand on m'appelle pour un mariage, déjà, je leur dis, sachez que moi, je ferai ce que je fais dans la rue, mais à votre mariage. Donc, en gros, il y aura quasiment... je leur dis, je vous fais 5 portraits maximum, mais il n'y aura pas toute la famille avec tata, tonton, tout ça. Et ça sera de la street, entre guillemets, mais dans un mariage, en fait. Et vous n'aurez pas le choix. C'est temps. Je veux bien faire l'habillage, les scènes, parce que c'est de la street pour moi, l'habillage, tout ça. Mais, tu veux dire les préparatifs ? Ouais, voilà. Ouais. Mais le repas, tout ça, laissez-moi tranquille, quoi. Je repars. Et comme ça, en plus, vous avez vos photos dès le lendemain. Ouais. Et les gens, ils ont eu 200 ou 300 photos dès le lendemain. Donc, ce qui est très, très rare dans la photo de mariage, d'avoir les photos le lendemain. Et ils ont été super contents, mais par contre, maintenant, j'ai dû en décliner 3 depuis parce que, comme je sais que ça va être une journée très longue pour moi, parce que je ne connais pas les gens et vu que je suis timide, j'ai pas envie de passer la journée à faire semblant de sourire ou machin.
Quand je sens pas les gens ou que je me dis que ça va être une longue journée, je dis non, tout simplement. Et parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Si je fais pas ce que je fais moi quand je sens pas les gens, je dis un prix très 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 déraisonnable. Ça, je l'ai fait aussi une fois. Et par contre, ils avaient accepté alors. Donc c'est dommage. Mais ouais, c'est une autre C'était technique. pas assez déraisonnable. Ouais, mais moi, je trouvais ça déraisonnable. Mais bon. C'est une bonne manière d'augmenter ses tarifs. Ouais. Ça, c'est d'avoir des gens avec qui on n'a pas forcément envie de travailler. C'est ça. Et de sortir des prix dingues. On va parler de ton livre qui s'appelle Wonderland. Ouais. Le nom est une référence au fait que New York, c'est ton rêve, c'est ton paradis, c'est ton Wonderland, justement. Ce que j'ai trouvé marrant pour un livre qui parle de New York, c'est de faire un format à la française. Est-ce que c'est un jeu de mots voulu ? Est-ce que c'est... Le format à la française, c'est donc quelque chose de vertical et ça ressemble en fait à la verticalité des buildings new-yorkais. Alors que toutes les photos sont Alors qu'il y a une seule photo verticale dans le livre, mais sinon tout le reste est horizontal. Mais en gros, c'était pour rappeler un peu les buildings new-yorkais et je trouvais ça un chouette clin d'œil. Et en même temps à la française. Et en même temps à la française. Livre qui parle des Américains, fait par un Français. Et l'épilogue écrit par Matt Stewart s'appelle French Connection. Ah, donc c'est vraiment un jeu de mots du début à la fin. Du début à la fin, exactement. Donc on retrouve encore un petit trait d'humour. J'aime beaucoup l'humour. Ça, c'est compliqué pour les gens, mais j'aime bien rire. Non, mais ça se voit dans tes photos, en fait. Ouais. Ça se voit. Je pense que c'est le côté, justement, où tu dis, tu vois, t'es timide et t'as pas l'air d'un gros déconneur quand on te voit au premier abord. Mais en fait, je pense que tes photos traduisent ça. Ouais, dès lors que je suis dans mon cercle, on peut rigoler pendant de longues heures. Mais c'est compliqué de rentrer dans mon cercle parce qu'en gros, j'adore mon cercle et j'estime que... Faut le protéger. Ouais, voilà. En fait, chacun a assez de gens dans son entourage pour ne pas se rajouter des... Enfin, moi, à mon travail, par exemple, tout le monde est ami quasiment et moi, ils me trouvent vachement distant et je leur dis, mais vous êtes mes collègues, vous n'êtes pas mes amis, en fait. C'est deux choses différentes. Et les gens que j'ai rencontrés à la Maïf qui sont devenus potes, j'en compte même pas sur une main, quoi. Voilà. Ouais, mais je trouve que c'est une attitude assez saine en fait. Je suis resté des années dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise. C'est pas un milieu qui m'a plu, mais par contre, ouais, c'est des amis. Il m'en reste pas des tonnes. Par contre, ceux qui sont restés amis sont des vrais amis. C'est ça. Moi, je pense avoir plein de connaissances parce que j'ai fait pas mal de sport. J'ai déménagé aussi de Paris en région parisienne, tout ça. Enfin, de région parisienne à Paris. Donc, j'ai pas mal d'amis, de potes. Et après, des amis, j'en ai pas beaucoup, mais mon plus vieil ami, je le connais depuis le CP. Et on a fait toute la primaire ensemble. Et c'est le mécène de mon livre. Donc, il y a des choses comme ça, en fait, qu'on peut... Voilà, il est dans mon cercle et il n'en sortira jamais, quoi, en fait. C'est beau. Comment on fait pour sortir un livre photo aujourd'hui ? J'ai l'impression que tout le monde se tourne vers des Kickstarter et des trucs comme ça. Est-ce que c'est devenu la seule méthode ou est-ce que... Alors moi justement j'avais un mécène, enfin j'ai un mécène, donc je pense qu'on n'était même pas obligé de faire une campagne. Ouais. Mais le livre sort suite à un prix que j'ai obtenu WePlay, Escourbiac, Initial Labo. Et en gros le truc c'était on sort un livre avec une campagne. Donc on est passé par la campagne quoi qu'il arrive et ça permet aussi quand même à l'éditeur d'évaluer un petit peu la fabrication, le nombre qu'on fait, et aussi ça permet de prendre pas un acompte, mais genre un peu de trésorerie sur la fabrication. De la sécurité. Ouais, voilà. Mais en plus, mais vraiment, moi je vis avec notre époque et je vois aucun inconvénient à faire des campagnes. Par contre, moi je tenais vraiment à une chose importante, c'est que je voulais pas que ma campagne soit un objectif financier. Je voulais que ce soit un objectif d'exemplaire. Parce que ça, pour moi, c'était important. Je suis pas un businessman. Ton livre aurait existé sans cette campagne. Voilà, et je veux pas que vous me donniez 50 €, par exemple. Je veux que vous achetiez mon livre. Enfin, je veux que vous vous procuriez mon livre, quoi, en fait. Oui, t'as envie qu'il y ait le maximum de gens qui aient ton livre dans les mains. Je m'en fous que... Imaginons, j'aurais pris 50 000 € de cagnotte, ça m'importe peu si jamais j'avais vendu que 200 livres et qu'il y avait un mec qui avait mis 30 000. Ouais. Ça m'aurait pas plu, quoi. Alors que là, je suis content. En un mois, on a vendu 463 livres. Ouais. C'est un beau score. C'est un beau score. Un beau score, ouais, pour des photos. Et donc, normalement, il sera fabriqué en 1000 exemplaires. On s'est un peu posé la question, est-ce qu'on en fait 1500 ? Est-ce qu'on en fait 1200 ? Moi, je veux pas en faire 1500 parce que je pense qu'on est dans une
dans une époque où l'écologie c'est important et j'avais pas envie de. Enfin, je sais pas, qu'il y ait 300 livres par exemple qui restent dans un coin en fait. Et donc je trouvais que 1200 c'était un bon chiffre. Les livres, ça reste pas dans un coin, c'est détruit. Oui, en plus. Et au pilon là. Et en gros, moi j'aurais peut-être poussé jusqu'à 1200. Ça se trouve, on n'a peut-être pas encore arrêté la discussion, j'en sais pas trop encore. Mais voilà, ça sera pas plus de 1200. C'est bien 1000 en tout cas. 1000, franchement, c'est super. Comme ça, quand ils seront épuisés dans 5 ou 6 ans, ils vaudront tous $600. Je sais pas, mais. Et toi, t'en auras gardé 100. Et puis surtout, en plus, ça permet de. Si on a un livre qui est sold out, ça permet vraiment de passer à autre chose. Ouais. Oui, c'est vrai que ça te permet de clôturer le dossier finalement. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus besoin d'y penser. Il ne reste pas des stocks dans ton armoire chez toi. Et après, l'avantage, c'est qu'il sera distribué. Et ça aussi, c'était bien parce que je n'en voulais pas spécialement en avoir chez moi. J'ai vendu des zines en 2021. Je me suis lancé dans les zines. Je les ai tous vendus, mais c'était super répétitif d'aller à la poste et de dire voilà, j'ai 10 trucs à envoyer en une journée. C'était super chiant, ça. Du coup, quand est-ce qu'il sera disponible, les livres ? Il y a un lancement officiel le 28 mai dans une galerie dans le Marais qui sera au cœur d'un événement de street photographe. Il y aura 80 photographes qui seront exposés. Et il y aura des signatures donc, normalement en juin au Lake Astor de Rive-Gauche, Paris, et au Lake Astor à Marseille. Et après, il sera, je crois, j'ai pas eu les dernières infos, mais je crois qu'il sera genre dans les librairies et Fnac et tout ça en septembre. Ok, donc là en mai, c'est uniquement pour ceux qui l'ont précommandé. C'est ça, mais s'il y a des gens qui viennent à l'événement, on aura des livres en plus à vendre. Quoi. Tu m'en mettras un de côté parce que j'ai raté le Ulule, moi. Ça marche. Mais comme ça, ce sera l'occasion de se le faire dédicacer aussi. J'adore le livre et j'adore le livre dédicacé plus particulièrement. Un des petits bénéfices de ce podcast. C'est souvent une question que j'ai avec plein de gens qui collectionnent le livre. Et moi, j'aime bien quand c'est dédicacé si l'auteur le signe devant moi. Par contre, recevoir un livre signé, mais j'étais pas là, je m'en fous. Quoi. Mais moi, c'est mon petit plaisir parce que je reçois plein de gens qui ont fait des livres. Effectivement, leur faire signer le livre, c'est archi personnel. Moi, en plus, je suis pas dans les 50 personnes qui ont fait la queue. Là, pour le coup, quand je te demande de signer un livre, en général, on est tout seul dans la même pièce en train de signer. Donc, je veux dire, ça a un vrai sens quelque part. C'est ça. Il y a quelques mois, il y a Vutea Rakam qui est passé dans le podcast. Donc, il est venu, il était assis sur la chaise où tu es assis. Il a commandé mon livre. J'ai un livre. Il a commandé ton livre ? Ouais. Bah, dis donc, c'est joli. Ouais. Et ben lui, j'ai un livre de lui que j'ai acheté en 2013 ou 2014. D'accord. Dans la discussion. Et je pense que c'est presque ça qui l'a fait venir. Quand je lui ai envoyé le mail, j'ai dit j'ai ton livre Point of View qui a 6 ou 7 ans que j'ai acheté à l'époque, qui est totalement sold out et que tu as, a priori, tu aurais du mal à trouver aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu peux me le dédicacer ? On enregistre un épisode. J'ai presque dit dans cet ordre, tu vois. Et ben cette signature, cette dédicace, je trouve qu'elle a beaucoup de valeur, justement. Ouais, c'est cool. Et du coup, c'est cool de rencontrer l'auteur, voilà, comme tu dis, dans un moment privé, quoi. C'est 50% de l'intérêt du podcast pour moi, c'est ça aussi, c'est de rencontrer des gens avec qui j'aurais pas forcément eu l'occasion de discuter, de pouvoir avoir une vraie discussion, parce que du coup, le micro ouvre un petit peu on est obligé de parler. La conversation, on est obligé de dire des choses, on peut pas garder les choses pour soi. C'est ça. Mais c'est pas mal. Donc je serai là probablement chez Leica. Hein. Ok. Mais ce sera en juin et puis je te dirai la date. Je mettrai toutes les infos sur le blog en tout cas. Toujours sur le côté un petit peu entre guillemets business. C'est pas business, c'est communication plus dans ce cas-là. J'ai noté que tu avais eu énormément de récompenses, tu avais pas mal de reconnaissances et je me demandais en fait comment t'en étais arrivé là, puisque tu dis en fait que tu n'as pas d'objectif quantitatif, t'as pas de contraintes, tu fais ça pour toi. Comment justement on arrive à autant de reconnaissance en faisant les choses pour soi ? On rentre aussi dans une... Moi, je suis issu d'une famille très sportive. J'ai fait beaucoup de sport et tout, donc c'est pour moi déjà quelque chose qui a du sens, la compétition, entre guillemets. Je dis pas que je fais de la compétition en photo, hein, mais quand j'ai vu passer au début les appels à récompense, les concours ou les trucs comme ça, je me suis dit je vais les faire, quoi, en fait. Ouais. Donc ça reste proactif quand même, ça vient pas de nulle part, il faut quand même se bouger. Mais de toute façon, oui, je pense que... Non, mais il y a des gens à qui ça peut tomber... Mais souvent, il y a des gens qui me disent, il t'arrive plein de choses à toi, je vais les chercher. En gros, je vais les chercher, j'attends pas. On est beaucoup de photographes, hein. Donc si on attend qu'on vienne nous chercher, il va falloir être très très doué. Donc en gros, je surveille un peu les choses. Je fais des concours qui m'intéressent. Tu utilises le hashtag revue épique ?
Alors moi, Plus je toi, n'utilise mais- pas parce que Il y a je des autres respecte peuvent. un peu les gens, donc je mets aucune de mes photos dessus. Mais ouais, en gros, j'essaie de suivre les trucs qui m'intéressent. Donc ça va être les gros festivals de street, par exemple Miami, San Francisco, mais je sais pas avec le Covid s'il va renaître un jour. Là, j'ai postulé la semaine dernière pour un festival en Italie. Et après, il y a des trucs. Là, l'été dernier, j'avais eu le prix Magnum WePlay Actes Sud. C'était un concours sur un site. J'ai obtenu le premier prix de la street. Bah, c'est cool. Après, ça fait toujours une ligne sur le site aussi. Il y a ça qu'il faut remplir. Ouais, parce qu'elle est quand même bien fournie, la section du site. Ouais, et j'ai pas mis. En fait, T'as pas tout mis. je me rends compte que j'en enlève parce qu'il faut que je rajoute des trucs récents. Et donc, pour rajouter des trucs récents, que ce soit pas. Mais c'est comme un CV, il faut épurer un peu quand Ouais, même. voilà, Quoi. c'est ça. En gros, j'ai fait des petites publications dans des magazines, mais que je commence à enlever parce que il y a un nouveau magazine qui est bien plus important pour moi en photo qu'un autre truc. Genre, j'avais eu un petit encart dans Marianne, mais la photo était minuscule. Ouais. Je l'ai enlevé de mon. C'est sûr que d'avoir 5 pages dans LFI, c'est un peu plus. Ouais, voilà, ou 6 photos dans le Gros America, qui est un super magazine. Ouais. Voilà, tu fais tes choix pour. Surtout- Après, c'est les trucs importants d'un jour sont pas les mêmes le lendemain. Quoi. C'est-à-dire que quand tu as un petit encart que tu n'as jamais été publié, c'est mais le quand bout du monde. Ah, c'est ça, quand tu l'as, t'es content. Mais après, ça veut dire que ça se passe bien, c'est que si plus tard tu as des trucs un peu plus intéressants à mettre, c'est que ça se passe bien, c'est que tu fais bien ton travail, C'est que tu avances. c'est que tu progresses, c'est que ton travail commence à être plus vu. Enfin, c'est que positif, quoi, de toute façon. Donc il faut faire, il faut avancer, il faut tenter, il faut faut pousser. essayer. Faut essayer, il faut pas avoir de crainte. De toute façon, Au pire, c'est non. au pire, tu seras pas publié, ou au pire, on va te donner des conseils. Ou au pire, personne ne saura jamais que tu as postulé. Ouais, genre par exemple, moi j'en parle souvent avec des gens. Moi, j'adore, surtout depuis Epic, encore plus, j'adore regarder les photos de gens. Et j'ai déjà, en 2021, j'ai fait un editing pour un gars qui a fait un zine. Je lui ai fait son séquençage. Bon, il l'a fait aussi, bien entendu, j'étais pas tout seul, mais ça m'a fait plaisir de faire ça. Et c'est moi qui lui ai proposé. Et donc, en gros, moi, s'il y a des gens qui cherchent de l'aide pour du séquençage, alors pas pour séquencer vos photos de famille, parce que je n'ai. Mais pour un vrai projet. Mais si vous avez, c'est pas que c'est pas un vrai projet, mais juste quelque chose où je peux avoir une valeur ajoutée pour vous, mais votre famille, je la connais pas. Mais si c'est pour des photos de rue ou urbain, même s'il n'y a pas de gens enfin, je peux peut-être vous aider, et ça me dérange pas. Envoyez-moi un message. Moi, j'adore faire ça. C'est une vraie passion, la photo. C'est ça. Et puis, avec Epic, j'ai encore pris plus de plaisir à regarder les images, à écouter mes collègues qui ont des CV qui sont beaucoup plus longs que le mien. Et là, tu te dis, tout ce qu'ils disent, tu l'écoutes et puis tu t'en sers pour toi, pour progresser et puis pour mieux lire les images des autres. Pour être meilleur. Alors justement, tu es investi dans pas mal de projets photographiques. On parlait d'Epic, on parlait de fragments photo collective. Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça ? Alors, je viens du sport collectif, et je trouve ça cool de faire des choses à plusieurs, en fait. D'accord. Même si par contre, je déteste faire de la photo avec quelqu'un dans la rue. Ouais. Genre, c'est un truc. Les New-Yorkais adorent ça, d'être plusieurs. Ouais, en groupe. Mais moi, j'ai vraiment du mal parce que je préfère, quand je suis avec quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai envie d'être, je préfère parler avec lui que de faire des photos. Et surtout, on va toujours faire on va prendre la même personne en photo, donc c'est chiant aussi. Mais je trouve ça cool de pouvoir échanger sur la photo et de ne pas rester devant ton ordi et dire qu'est-ce que je fais comme série maintenant, tout ça. C'est faire des photos, montrer tes séries à des collègues et puis qu'eux, ils te donnent leur avis. Moi, j'adore éditer le travail des autres et j'aime pas trop éditer mon travail. D'accord. Enfin, là, je commence à y arriver de plus en plus. Là, Wilson, là, je l'ai séquencé je pense, en 30 minutes, ce qui est un record absolu pour moi parce que normalement, je mets plutôt 30 mois pour éditer quelque chose. Là, j'ai 30 minutes. En fait, j'ai fonctionné par triptyque et je voulais quasiment qu'il y ait un portrait à la fin de chaque triptyque. Et j'ai fait des ambiances. Et en fait, tu savais où t'allais, en fait. Ça t'a facilité beaucoup le travail aussi. Ouais, et puis, je commence à avoir tellement d'images, tellement d'explications de gens professionnels que j'emmagasine, quoi. Et je sais ce que je veux montrer. Et puis, des fois, il y a des trucs qui se créent, des liens qui se créent tout seuls, en fait. Et ça, c'est cool. Ça t'éduque, en fait. C'est ça. Et en même temps, tu te retrouves à discuter avec des gens qui comprennent ce que tu dis. C'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. On a fait une sortie photo avec la FFPMI. Et dans les petits mots que j'ai mis en remerciement aux gens qui sont venus, j'ai mis c'était chouette de
de pouvoir me balader avec des gens qui râlent pas parce que je m'arrête tous les 10 mètres pour faire une photo d'un sticker sur un poteau, quoi. Ouais, moi, j'ai de la chance. Ma compagne est patiente. Genre, limite, elle s'assoit et elle lit son livre pendant que je fais des photos, des fois, si je reste coincé. Et puis, en plus, maintenant, elle fait un peu de Polaroid. Donc, elle fait aussi ses photos en plus. Donc, tout va bien. Et je reviens sur les séquençages, là. Pour le livre, j'ai imprimé genre 300 miniatures, je crois. Sachant que le livre fait 60 photos. 60 photos, ouais. C'est un chiffre pour moi dans un livre qui est genre idéal en street, en tout cas. Et j'avais imprimé 300 miniatures et les 60, je les ai toutes annotées avec ce qui m'a fait placer à cet endroit-là et tout ça. Et je vais les glisser dans des exemplaires, en fait, en cadeau. Donc il y aura le numéro de la photo dans le livre et puis il y aura... je sais pas, une phrase ou un mot qui va dire pourquoi elle est là, quoi, en fait. D'accord, donc le petit vénard qui va ouvrir son livre et qui va tomber dessus. C'est ça. Après, si je reçois un message avec de l'argent, on peut s'arranger. Je rigole. C'est l'exemplaire qui vaudra $600 dans quelques années, peut-être. Ouais, je sais pas. Je fais pas de spéculation. Moi, je suis juste super content de sortir mon livre, quoi. C'est un super beau projet. Je pense que c'est un vrai aboutissement pour tous les photographes. Ouais, et comme en tant qu'amoureux de livres, j'ai dû les embêter un petit peu chez Scourbiac et chez la maison d'édition, mais genre, moi je voulais du tissu sur ma couverture et ils m'ont dit que c'était super old school et tout. Mais j'ai vraiment pas lâché l'affaire parce que je leur ai dit que si c'était quelque chose à un moment ils m'ont dit tu veux pas un truc qui est un peu plus à la mode, et j'ai dit oui, mais si c'est à la mode maintenant, dans un an c'est dépassé. Ouais. Alors que si on fait un truc classique, dans un an ça sera toujours bien. De toute façon, il faut que ce soit ton projet, il faut que ce soit comme tu le vois. C'est de la même manière que ta photo, c'est ta photo, ton livre, c'est ton livre. Et là-dessus, j'ai eu de la chance. Ils m'ont proposé des idées, mais ils étaient toujours à force de proposition, mais pas du tout à vouloir imposer quelque chose. Ils me donnaient leur ressenti et après ils écoutaient le mien aussi et ils allaient dans le sens. En fait, quand je leur expliquais bien ce que je voulais, ils comprenaient ma position. Des gens intelligents. Voilà. C'est ce qu'on souhaite à tous les gens qui se retrouvent dans cette situation. On arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière ? Je sais pas, je crois pas. Non, c'était marrant en plus. Là, je vois pas, franchement. Que des bons moments. Ouais, c'est de la photo. C'est l'avantage de faire de la photo pour s'amuser, entre guillemets. Il n'y a que des trucs cool, quoi. Je sais même pas. Mais même ça, c'était marrant. À Londres, une fois, j'étais avec un photographe qui habitait à Londres. Et il a pris des enfants en photo. Il s'est fait embrouiller par le père. Et le père, il voulait le tabasser, quoi. Et même ça, je trouve, c'est rigolo. Déjà parce que c'était pas moi. C'est beaucoup plus drôle quand c'est le mec à côté de toi. Mais en plus, les gens sont fous. Non, il n'y a pas de... j'ai pas de... je vois pas de... T'as pas de mauvais moments. Non. C'est bien, c'est une bonne chose. Ouais, je suis en train de chercher, mais je vois pas. Alors, est-ce que par opposition, t'as un meilleur moment ? Ça, j'imagine que c'est plus facile à trouver. Je pense qu'il est pour bientôt, là. Quand je vais signer le bon à tirer le 4 avril, là, ça va être sérieux. Et puis quand je vais voir le livre, puis franchement, il y a eu plein de trucs. Déjà, quand je regarde mon appareil et que je vois qu'il y a une photo qui me fait vraiment vibrer, déjà, c'est un des purs moments. Et ça, c'est cool. Plus il y en a, plus c'est cool. Et j'ai de la chance, c'est que ça m'arrive. J'ai plutôt un ratio assez cool parce que j'appuie pas beaucoup, mais je suis assez content quand j'appuie. Il y a plein de petites victoires en fait. Il n'y a pas de grands moments, mais c'est plein de petites victoires. C'est de réussir à capturer un instant. Et après, le grand moment, je pense, ça sera le livre. Le livre, ouais, ça va être cool. Ça, c'est la vraie consécration. C'est le moment où tes photos vont vraiment vivre. C'est ça. Un vrai, comme je dis, un vrai bel objet en plus. Et voilà, ça va être. Je pense que ça va être le meilleur moment, quoi. Je suis impatient de l'avoir en main maintenant. Je suis là pour le vendre. Avant dernière question, où est-ce qu'on peut voir tes albums de mariage ? Nulle part, je les ai pas mis. J'avais mis une fois sur mon site, j'avais fait un week-end avec des potes où c'était un week-end en Lituanie déjà pour situer, donc déjà tu sais que c'était pas très net. Dans un moment de folie, tu as publié des photos. J'ai publié un lien caché sur le site. Et en gros, il fallait cliquer à un endroit et tu pouvais tomber sur cette série. D'accord. Il est encore là ou pas ? Non, il n'y est plus. Je serais curieux de voir. Alors pour le coup, tu vois, je serais vraiment curieux de voir ce que tu as fait en mariage. Par contre, c'était pas des photos de mariage. Je pourrais t'en envoyer si tu veux. J'aimerais vraiment voir ce que tu as fait. Ça restera entre nous, je les mettrai pas... Si, ça peut faire partie d'une des plus belles victoires aussi. J'ai été chez une des mariées il n'y a pas longtemps qui a acheté un tirage. Donc je lui ai livré son tirage encadré et tout ça. Et en fait, il venait de déménager et j'ai vu qu'elle avait accroché une photo du mariage que j'avais faite.
Ah, mais ça, c'est magnifique. Quand tu retournes chez tes anciens mariés, tu vois tout ça. Moi j'ai eu ça. Je suis allé refaire des photos pour la naissance du bébé et j'ai vu toutes mes photos chez eux. J'en pleurais, quoi. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est pas du tout une photo avec le marié. C'est la femme, c'est la mariée qui marche sur de la pelouse. Ils avaient un super piano au milieu de la pelouse et il y avait un pianiste qui jouait. Et elle marche avec son verre de champagne vers le pianiste. Enfin, c'est une scène de street, en fait, quoi. Et genre, ils l'ont mise dans leur salon, ou je sais plus quelle pièce, mais c'est super. Pour le coup, c'est qu'ils l'aiment vraiment. C'est pas qu'ils cherchaient une photo de deux à mettre dans le salon, quoi. C'est ça, exactement. C'est cette photo-là qui leur plaisait. C'est une belle victoire. Ouais, c'était une bonne victoire aussi. Et après, si, les échecs, c'est... Enfin, je sais plus la question. Le pire moment. Le pire moment, c'est quand tu vois un truc, une scène, et que tu la rates, en fait. Ça rend fou des fois. Ça, c'est horrible. Même si je suis plutôt d'humeur à me dire, en fait, c'est pas grave, elle n'était pas pour moi, ça me fait chier. Et il y a un autre truc, il y a une grosse défaite, c'est que 2 fois, j'ai perdu des photos sur mon ordi, je sais pas où elles sont passées. Et il y a une photo, c'est du noir et blanc, donc ça va, j'en fais plus. Mais c'est une photo que j'adore et que j'ai vendue à quelqu'un. Et pour la bonne histoire, je lui ai refait un certificat d'authenticité en lui mettant un tirage unique. Et il m'a dit, c'est cool, ça prend de la valeur comme ça. C'est beau. Mais en tout elle existait encore quelque part, mais pas chez toi, quoi. Voilà, c'est ça. Elle fera sa vie sans toi à partir de maintenant. Mais ça me fait chier d'avoir perdu 2 photos fortes, quoi. Parce que j'en ai perdu plus que 2, mais en fait, moi, l'ordinateur, c'est vraiment pas mon meilleur ami. Je déteste aller sur l'ordi pour retoucher des photos parce que je travaille sur un ordi toute la journée. Donc ça m'arrive de faire des petites erreurs, je pense, de manip. Bon, c'est mieux qu'un coup de poing dans la tête quand même, je pense. C'est ça. Au milieu de la rue. Dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Ah oui, j'ai pas préparé. Francophone, obligatoirement. Francophone. Laetitia Le Fur, elle a un univers incroyable. Nicolas Portnoy, qui est membre de Fragment, avec qui tu vas rigoler. Il y en a plein. Corentin Follen. Corentin, je sais que tu connais, que j'essaie de joindre. Corentin, si tu nous écoutes, mais je peux lui envoyer un message si tu veux aussi. On en parlera après coup. Max Richet aussi, qui est un membre d'Epic, qui est super intéressant, qui fait des travaux sur le dérèglement climatique. Et c'est incroyable ce qu'il fait en plus, c'est mais d'une esthétique incroyable. Enfin voilà, il y a plein de beaux noms. Ouais, il y a plein de. Puis je réfléchirai, je t'en enverrai d'autres. On en discutera après coup aussi, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà une belle liste. Et puis Corentin, si tu nous entends, regarde tes emails. Je t'en ai envoyé 2 ou 3 depuis quelques mois, et j'attends désespérément la réponse. Je me dis que je dois passer dans les spams. Mais voilà. Dernière question, où est-ce qu'on te retrouve ? Alors dans la vraie vie. Au travail, à la Maïf. Au bistrot à Saint-Lazare. Le 28 mai, je sais plus. Non, ça, c'est pas pro, ça. Dans une galerie dans le Marais, je sais plus le nom. On mettra tous les liens, t'inquiète pas. Vous me retrouverez chez Leica Store Rive Gauche en juin, mais il y aura pas. J'ai pas encore la date. Je republierai aussi. Et sur Instagram, Cédric Roux. J'ai pas fait très compliqué. Cédric et Roux, R-O-U-X. Et sur mon site internet, cédricroux.com. Et vous pouvez me retrouver vous pouvez retrouver mes images que je sélectionne sur le compte Epic. Revue Epic. Et vous pouvez vous abonner parce que c'est une pépite. C'est chouette. Il me reste à te remercier. Merci à toi. Merci d'avoir participé à cet épisode. Et puis, écoute, à très bientôt dans un Leica Store avec un beau livre dans les mains dédicacé. Merci pour l'invite. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. C'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dledp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.